France Info Matin, Jérôme Chapuis. Qui est le suspect? Quelles sont les preuves? On s'arrête sur ce tournant décisif dans l'enquête sur le meurtre de Louise, 11 ans, ce week-end dans l'Essonne, avec Pierre de Cossette, bonjour. Bonjour. Service police-justice de France Info. Et Christophe Miette, bonjour. Bonjour. Commandant de police et secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Vous allez nous dire comment les policiers travaillent dans ce type d'affaires. Je commence par vous, Pierre. Je disais tournant décisif. Qui est ce suspect? Alors c'est un homme de 23 ans qui habite Épinay-sur-Orge, comme la famille de Louise, et qui a été interpellé avant-hier, lundi, en fin de journée, vers 20h. Il n'est pas le seul, puisque ses parents et sa petite amie sont aussi entendus par les enquêteurs. Eux, c'est pour une possible non-dénonciation de crime. Lui, c'est donc pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Et ce matin, il vient donc de passer sa seconde nuit en garde à vue, avec contre lui certains éléments qui semblent accablants. Notamment l'ADN. Oui, ce qui a supplanté dans l'esprit de certains l'aveu comme reine d'épreuve. Cet ADN, il était isolé sous les ongles de Louise et il a parlé, comme on dit. Alors, il a fallu faire des analyses en urgence, puisque ses empreintes génétiques étaient inconnues, elles n'étaient pas répertoriées au fichier national. Et donc, dès le début de la garde à vue, on a prélevé l'ADN du suspect. Les comparaisons sont formelles. Et puis, il y a derrière cette idée que l'ADN retrouvé sous les ongles de la victime, ça accrédite pour les enquêteurs que l'idée que Louise s'est défendue, qu'elle s'est débattue. Et ça s'ajoute à d'autres éléments recueillis par la police judiciaire contre le suspect. Oui, alors cette fois, c'est le vrai travail classique de PJ, de début d'enquête, notamment l'enquête de voisinage. C'est comme ça que la brigade criminelle de Versailles a pu recueillir le témoignage d'habitants d'Épinay-sur-Orge qui ont reconnu ce garçon comme celui dont l'image avait été captée par une caméra de vidéosurveillance du quartier sur le chemin du retour du collège de Louise. Les enquêteurs ont d'ailleurs mis la main sur une doudoune similaire, et puis il y a eu ensuite les déclarations incohérentes des parents du suspect, de sa petite amie dans les premières heures, qui ont accentué les doutes, au point que eux aussi donc soient placés en garde à vue. On peut citer encore les traces de coupures sur les doigts du jeune homme. Voilà comment, après une grande prudence, des proches de l'enquête nous ont parlé hier d'une piste intéressante. On sont aujourd'hui convaincus d'avoir trouvé le bon. Et alors donc Christophe Miette, expliquez-nous comment vous travaillez, vous, policiers, en pareil cas, parce que je le disais, c'est allé vite, très vite, 4 jours. Vous diriez que c'est une enquête exemplaire? Je dirais que c'est avant tout une enquête classique. Ça montre la puissance de la police nationale, dont sa filière de la police judiciaire en France, avec son savoir-faire. Les premières heures d'une enquête criminelle sont cruciales. On l'a vu avec la préservation de par la sécurité publique, le gel des lieux pour que la police judiciaire puisse travailler dans ses investigations et ses constatations. Un ratissage de la scène de crime comme elle était vue avec plus de 120 fonctionnaires qui ont travaillé sur ce dossier. 120 personnes immédiatement déployées sur le terrain dès samedi matin, en fait, c'est ça? Tout à fait, 120 enquêteurs, la puissance de la police judiciaire qui, tel un rouleau compresseur, se met en place pour essayer d'avoir le maximum d'éléments, notamment aussi l'enquête de voisinage pour recueillir les premiers éléments à chaud, et après tout ce croisement de données pour arriver à ce résultat. Oui, parce qu'il y a de l'ADN, il y a la vidéosurveillance, il y a les indices matériels, les déclarations, tout ça est déterminant, mais comment est-ce qu'on s'y retrouve quand on est enquêteur? Comment est-ce qu'on fait le tri? J'allais dire, c'est le savoir-faire de la police judiciaire, c'est le métier de chaque enquêteur de détailler ce qu'il faut retenir et ce qu'il ne faut pas retenir et écarter pour essayer d'avoir un faisceau d'éléments le plus proche pour essayer d'avoir un suspect, identifié un ou plusieurs suspects, ce qui a conduit là avec une silhouette, une identification par plusieurs témoins également de la vidéosurveillance et surtout de l'ADN avec une préservation et un travail sur la scène de crime qui a été primordial. Ouais. La vidéosurveillance, ça a été clé dans cette affaire. Ça fait partie des éléments nouveaux, au même titre que l'ADN. Si autrefois vous aviez les aveux, maintenant ce n'est pas tous les aveux, vous avez aussi tout ce qui est vidéosurveillance et ADN, effectivement. Et les filets ont été jetés assez larges. Il y a eu 4 interpellations avant l'arrestation de ce suspect. Là aussi, c'est assez classique, c'est pour fermer des portes? C'est assez classique, vous avez un environnement, vous avez des silhouettes qui peuvent correspondre à des auteurs, donc vous ratissez large pour essayer d'avoir le maximum de renseignements et d'éléments très rapidement. La garde à vue, ce n'est pas, faut pas en avoir peur, ça permet également de mettre à disposition des personnes, à disposition de la police et de la justice, mais ça ouvre aussi également des droits à la personne qui est en garde à vue, et ça permet d'écarter des suspects éventuels. Pierre de Cossette, vous nous le disiez,
disiez, des proches sont en garde à vue pour non-dénonciation. Qu'est-ce qu'ils risquent, ceux qui ont fourni soit un alibi, soit qui ont produit des déclarations qui n'étaient pas exactes? Alors d'après le code pénal, la non-dénonciation de crime, c'est 3 ans de prison maximum. Dans la plupart des cas, ça ne s'applique pas aux parents des mis en cause, aux parents des suspects, sauf dans 2 cas de figure qui sont les dossiers de terrorisme et qui sont précisément, et là on est en plein dedans, les dossiers de crimes contre des mineurs de moins de 15 ans. Christophe Miette, ça arrive souvent, ça, que des proches couvrent un suspect comme ça? Ça arrive, là vous avez affaire à de la famille, c'est vrai que c'est difficile de dénoncer son enfant. Maintenant, il y a une différence entre ne pas dénoncer et masquer ou cacher des preuves ou mentir à la justice. Donc on va voir s'il y a une entrave à la saisie de la justice, ainsi de suite, mais là c'est l'enquête qui va le déterminer dans une deuxième phase. Alors justement, cette deuxième phase, faut en parler, Pierre de Cossette, il y a des indices accablants, mais ça ne signifie pas que l'enquête est terminée, il y a encore beaucoup de questions. Non, il y a déjà une question centrale, c'est ce qui s'est passé précisément vendredi après-midi, comment le suspect a pu inciter Louise à le suivre dans le bois des Templiers juste à côté alors que c'était pas le chemin du retour classique de la collégienne chez elle, et puis pourquoi cette dizaine de coups portés à l'aide d'une arme tranchante, dans l'hypothèse, encore une fois, où ce suspect serait le bon. On sait qu'il n'y a pas eu de violence sexuelle, on sait qu'il n'y a pas eu de vol, on a retrouvé le téléphone portable de Louise juste à côté, il reste donc, me disait hier un proche du dossier, la piste de l'acte purement gratuit d'un jeune homme qui aurait disjoncté. Alors pour le savoir, les policiers essayent de faire parler ce garçon de 23 ans qui, au début de sa garde à vue, était mutique. Ça veut dire que, Christophe Miette, pour les policiers, il y a un nouveau travail qui commence, il y a une autre enquête maintenant qu'ils ont le sentiment d'avoir affaire au suspect. Alors encore une fois, il y a la présomption d'innocence, mais d'avoir affaire au bon suspect, c'est important, notamment dans la perspective d'un procès. Il y a une continuité de l'enquête, je dirais pas qu'il y ait une nouvelle enquête. Là, très certainement, cette personne va être déférée devant un juge et une commission rogatoire va être ouverte auprès d'un juge d'instruction pour travailler là dans le temps, prendre le temps de se poser pour mettre à plat tous les éléments. Et les expertises psychiatriques vont aussi avoir lieu pour déterminer le profil exact de cette personne et comprendre le pourquoi. Maintenant, il reste encore des éléments à découvrir, tels que l'arme utilisée. Peut-être que cette arme va nous apprendre autre chose de ce suspect. On ne sait pas si on va retrouver le seul ADN de cette victime ou d'autres. C'est autant de faisceaux qu'il va falloir analyser pour ouvrir ou fermer. On parlait des aveux, vous nous disiez qu'en fait c'était pas forcément si important que ça dans ce type d'enquête pour la justice. L'aveu, c'est toujours un plus. Si l'aveu était la reine des preuves dans les années 80, quand l'ADN n'existait pas, c'est vrai que maintenant, vous avez entre tout ce qui est analyse chimique, tout ce qui est ADN, traces biologiques, tout ce qui est éléments numériques également, apporte un plus pour préciser ce qu'il en est, mais vous avez des condamnations régulièrement sans aveu de l'auteur. Et ce travail d'audition qui commence après donc la confirmation que les ADN concordent, qui s'en charge? Est-ce que c'est toujours des policiers spécialisés? Est-ce qu'il va y avoir des comportementalistes, des psys? Comment ça se passe là maintenant dans les prochaines heures? Là, vous avez des enquêteurs qui sont spécialisés, qui travaillent en permanence et en lien étroit avec des psychologues, qui ont des diplômes aussi. On a des spécialisations pour pouvoir travailler sur ce type d'individu et ce type de profil. Vous avez énormément d'enquêteurs qui n'ont pas la qualification officielle, mais qui sont criminologues. Et un dernier mot sur la famille de la victime, la famille de Louise. Dans un moment comme celui-ci, est-ce qu'elle est tenue au courant en permanence? Comment ça se passe, la relation entre les policiers et la famille de la victime? Vous savez, chaque policier est parent ou peut être parent et comprend la douleur de la famille. C'est vrai que le droit français exclut un petit peu la famille et les victimes, mais à nous à remettre et à replacer ces victimes et son entourage au cœur de l'enquête pour pouvoir les tenir informés. Merci beaucoup Christophe Miette, commandant de police. Merci de nous avoir été ce matin à comprendre la manière dont travaillent les policiers. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Merci également à vous, Pierre de Cossette, service police-justice de France Info. France Info Matin, Jérôme Chapuis.